Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, les titres de l'édition. Une délégation du ministère des Mines et de la Géologie séjourne à Toronto, c'est au Canada, c'est la plupart à l'événement partenariat pour le progrès, l'idée de promouvoir l'exploitation minière artisanale et alors à petite échelle pour un développement durable des chaînes d'approvisionnement responsables. Et puis ce soir, nous irons à Boki à la découverte du musée régional construit depuis 1878. Il représente à la fois la mémoire, l'histoire de la Guinée pendant la période coloniale et tracé des esclaves pour le voyage du non-retour est toujours présente. Et enfin, vous les avez certainement vus dans les différentes routes du pays. Ces jeunes conducteurs de grosses motos, l'association G-Rider, ont fait le tour de la Guinée en 10 jours de retour à Conakry. Ils se sont retrouvés pour tirer les enseignements. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce décret de 2025-0024 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseil économique, M. Mamadi Blé Camara, précédemment auditeur comptable et financier au cabinet auditeur associé en Afrique, Guinée. Inspecteur général, M. Moustapha Sangiana Camara, précédemment inspecteur général adjoint au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Inspectrice générale adjointe, Madame Aïcha Bangoura, précédemment chargée des affaires administratives à la cellule ouverture, modification et clôture OMS et à la Vistagui. OMC et à la Vistagui. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement BSD, M. Ibrahima Diogomaba, précédemment chef de division, suivi évaluation au Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, Dr Mamadi Diaora, précédemment enseignant-chercheur. Directeur général de la Société guinéenne pour la coopération dans le développement agricole Sigikoda SA, M. Ousmane Berité, précédemment conseiller chargé de mission au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général de la Société cotonnière de Kankan SCK, M. Moussa Doumbouya, précédemment directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de Kindia. Directeur général adjoint de la Société cotonnière de Kankan SCK, Sidiki Diallo, précédemment chef service centre de recherche documentaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général adjoint de la Société cotonnière de Kankan SCK, Sidiki Diallo, précédemment chef service centre de recherche documentaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directrice nationale du service de promotion rurale et du conseil agricole SERPROCA, Madame Aïssata Yatara, précédemment conseillère régionale de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, en Basse-Guinée. Directrice générale du Fonds de développement agricole FODA, Madame Mariam Koli, précédemment directrice de l'audit interne à la Banque de développement Charter Afrique, Nairobi, Kenya. Directrice générale adjointe du Fonds de développement agricole FODA, Madame Safia Toubari, précédemment coordinatrice de projet au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général adjoint du Fonds de développement de l'Élevage, FONDEL, Monsieur Farah François Ifono, précédemment directeur général du Fonds, directeur général adjoint du laboratoire central vétérinaire diagnostique. Directeur général de l'Agence nationale des statistiques agricoles ANASA, Monsieur Sidiki Sissé, précédemment directeur de développement méthode statistique, études et suivi de l'Agence à l'Agence nationale de la statistique agricole et alimentaire. Directrice générale adjointe de l'Agence nationale des statistiques agricoles, ANASA, Madame Asma Diallo, précédemment experte nationale suivi évaluation au programme des Nations Unies pour le développement. Directrice générale adjointe de l'Agence nationale des statistiques agricoles, ANASA, Madame
Asma Diallo, précédemment experte nationale, suivi évaluation au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Directeur général de la Société guinéenne de palmier à huile Evia Sogipa, M. Julien Dramou, précédemment conseiller chargé de l'analyse économique au ministère des Transports. Directeur national adjoint du service national de conditionnement des produits agricoles, M. Muntaga Diallo, précédemment chef de département valorisation des cultures vivrières et d'exportation au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général adjoint du laboratoire central vétérinaire de diagnostic, M. Moïse Bendaoutolno, précédemment chef du laboratoire régional vétérinaire de Nzérokouri. Directrice régionale de l'agriculture et de l'élevage de Kindia, Madame Doussou-Oulare, précédemment opératrice agricole. Directeur général de l'agriculture et de l'élevage de Bokeh, M. Khalil Doumbouya, précédemment chercheur et encadreur à Velop, Hannover, logistique vétérinaire, Allemagne. Directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de l'Abbé, M. Mamadou Salou Dodieng, précédemment directeur régional adjoint de l'agriculture et de l'élevage de l'Abbé. Directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de Kanka, M. Abakar Kaba, précédemment responsable de composantes au projet bassin arachidier de Dabola. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Bokeh, M. Habib Thiam, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Dabola. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Gawal, M. Amara Kondé, ingénieur agronome, précédemment en service à la direction nationale de l'agriculture. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Koundara, M. Jacques Kamano, précédemment directeur préfectoral adjoint de l'agriculture et de l'élevage de Koundara. Directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage de Mamou, Madame Tiranke Kaba, précédemment directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage de Dingirai. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Pita, M. Mamadou Ouriba, précédemment directeur préfectoral adjoint de l'agriculture et de l'élevage de Pita. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de l'Abbé, M. Nyankoy François Lama, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Kérouane. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Mali, M. Alpha Kabine Kaba, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Yomu. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Koubia, M. Honoré Louamou, précédemment conseiller agropastoral à Guéguédou. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Dabola, M. Moussa Kamara, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Lola. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Dingirai, M. Sori Keita, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Mamou. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Sigiri, M. Mamadi Trouadiakite, précédemment directeur préfectoral adjoint de l'agriculture et de l'élevage de l'Abbé. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Mandiana, M. Mamadou Aminata Touré, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Guéguétou. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Kérouane, M. Nankouma Kondé, précédemment directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Mali. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Guéguétou, M. Moussa Diallo, précédemment responsable régional CEPROCA à Kankan. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Beila, M. Mamadi Koumba Kondé, précédemment opérateur agricole. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Lola, M. Nyampuna Dori, précédemment formateur OP au projet PDACG. Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Youmou, M. François Labilé Polomou, précédemment président des Agri-Jeunes Porciculture de Nzérokouri. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Matoto, Madame Bambé Souma, précédemment chef de section fertilisant à la direction nationale de l'agriculture.
Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Ratouma, M. Aboubakar Konate, précédemment directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Dixine. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Sonfonia, Madame Solange Lama, précédemment directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Ratouma. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Tombolia, M. Seni Silla, précédemment consultant en développement communautaire. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Bessia, Madame Fatou Diop, ingénieur agronome, précédemment en service à la Direction nationale de l'agriculture. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Lambagny, M. Souleymane Diallo, ingénieur agronome, précédemment contractuel au service JAR et Équité. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Sanoya, Madame Madoussou Doué, ingénieur agronome précédemment en service à la Direction nationale de l'agriculture. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Kabylie, M. Saïdou Nabi, ingénieur agronome précédemment en service à la Direction nationale de l'agriculture. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au public au journal officiel de la République Conakry le 3 mars 2025. Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, c'est fait. La Guinée a désormais son document de politique étrangère. Il a fallu plus de 3 jours pour y arriver. C'est un guide complet qui traite de la diplomatie et la position de la Guinée sur des questions importantes à l'échelle internationale. Marie-Angélique Bangoura. C'est le tout premier document de politique étrangère de la République de Guinée. Il est élaboré grâce à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui veut rompre avec une pratique improvisée du métier. Pendant plus de 3 jours, des praticiens de la diplomatie, anciens ministres et ambassadeurs, ainsi que des universitaires et cadres du ministère des Affaires étrangères ont croisé leurs réflexions pour obtenir ce document. Une 60aine de pages qui aborde toutes les dimensions des relations internationales. La compréhension des agents diplomatiques, ceux du ministère des Affaires étrangères, ont eu une attitude de convivialité et de sérénité telle qu'il était facile pour nous qui sommes extérieurs au service, qui n'avons pas élaboré le document de base, de formuler quelquefois des critiques, quelquefois des propositions. Le document qui a été préparé par le ministère des Affaires étrangères, sans être parfait, était de très grande qualité. À juste raison, donc, nous nous sommes contentés d'élaguer le document quand il y avait une idée qui était exprimée et que de longs commentaires suivaient. On a estimé que le texte s'explique de lui-même et que les commentaires, parfois, on pouvait s'en passer. Nous avons donc élagué le document et en plus, on a ajouté des dates et préciser les lieux quand c'était nécessaire. La Guinée ne fera plus de navigation diplomatique à vue. Le document met en avant la promotion des valeurs de souveraineté pour renforcer la présence du pays dans le monde. Une démarche qui s'articule autour de quelques axes clés. Les commissions ont travaillé sur l'histoire de la diplomatie guinéenne, la définition des principes fondamentaux qui guident notre politique étrangère. Elles ont mis en avant les valeurs de souveraineté, de coopération internationale, de multilatéralisme et de promotion de la paix. Les recommandations incluent un renforcement de la présence de la République de Guinée dans les organisations et institutions internationales et un engagement accru dans la diplomatie préventive. Nous avons entendu que ces axes prennent en compte toutes les dimensions de la diplomatie, que ce soit la diplomatie au niveau politique, la diplomatie au niveau économique, la diplomatie au niveau de la préservation de l'environnement, mais la diplomatie culturelle dans laquelle la Guinée a longtemps rayonné dans le monde. Et je me réjouis que
toutes ces dimensions aient été prises en compte dans ce document de politique. Et nous espérons que sa mise en œuvre par le gouvernement de la République de Guinée permettra de renforcer l'élan de la diplomatie guinéenne. Ce document est donc un ensemble de normes pour orienter le travail de tous les jours des diplomates. Il se propose de défendre les intérêts de la Guinée et des Guinéens dans le monde. Le document que vous venez d'élaborer sera présenté et adopté par le gouvernement et soumis au Conseil des ministres à la haute attention de Monsieur le Président de la République pour que pour la première fois notre pays dispose d'un tel document de haut niveau dans le domaine de la diplomatie. Nous sommes un pays jeune, mais à l'échelle de l'Afrique, nous sommes un pays vieux. Dans le domaine de la libération du continent africain, nous sommes un vieux pays, un pays d'expérience. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre en Guinée avec notre président. Et vous voyez bien que c'est en se basant sur le passé et le présent que l'on peut bien construire le futur. Après le test de la rédaction et de sa rélecture, le présent document de politique étrangère sera soumis à toutes les instances nécessaires pour sa validation. La pratique du métier de diplomate va alors entrer dans une nouvelle ère. Et puis ce communiqué de la présidence de la République de Guinée, solidarité du président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, à l'occasion du mois de Ramadan et du carême chrétien. Dans un esprit de partage et de solidarité en cette période sacrée, la présidence de la République est heureuse d'annoncer que son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, offrira des déjeuners de rupture aux fidèles de la grande mosquée Faisal et de la cathédrale Sainte-Marie tout au long du mois de Ramadan et du carême chrétien. En ce mois de recueillement et de prière, le président de la République adresse à tous ses vœux de paix, de santé et de prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée et ses citoyens. Conakry le 3 mars 2025, général de division Amara Kamara. Et puis le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadji Karamo Diawara, a le grand plaisir et l'insigne honneur d'informer la brave population croyante de Guinée de l'organisation de la 43e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, du 5 au 12 mars 2025. Vous êtes cordialement invités à prendre part aux cérémonies d'ouverture et de clôture, respectivement le 5 mars 2025 à l'hôtel Kalouma et le 12 mars 2025 au Palais du Peuple à 9h. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadji Karamo Diawara. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers l'AKIP s'emploie pour outiller les jeunes afin de favoriser leur intégration dans le tissu économique, d'où le lancement ce mardi d'un programme visant à accompagner l'insertion professionnelle des talents juniors, un programme qui va permettre à de nombreux jeunes de renforcer leur capacité à recherche d'emploi et la création des réseaux professionnels. Plus de détails avec Carlos Mandialo. Élément clé du dispositif de l'État en matière de promotion de l'emploi, l'AGIP lance son programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle des talents juniors. Un programme qui permettra dans un premier temps à 150 jeunes de bénéficier d'un encadrement pour disposer de connaissances nécessaires afin de faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. 3 modules jugés comme fondamentaux leur sont appris. Le premier module aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le personal branding. Après, on va avoir un autre module sur comment mieux faire son CV, sa lettre de motivation, comment mieux se vendre lors d'un entretien. Et un dernier module sur comment rechercher efficacement un boulot en Guinée et ailleurs. Et l'importance aussi du networking. La vision de l'AGIP est salutaire parce qu'elle prépare mieux les jeunes diplômés
Donc, elle les donne tous les outils nécessaires, toutes les connaissances nécessaires, donc, afin d'être vraiment crédible sur le marché d'emploi. Avec les chantiers en cours dans le pays et les perspectives d'emploi qui s'annoncent dans le cadre du programme Simandou 2040, la GIP multiplie les initiatives pour mieux préparer les jeunes. Derrière ces formations, des partenariats sont noués avec les entreprises pour faciliter l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, vous savez que le programme Simandou, autour du programme Simandou, le centre principal, c'est la création de l'emploi. Ce programme-là est fait pour non seulement la population guinéenne, donc il faudrait non seulement au niveau de la population guinéenne assurer une formation professionnelle, une formation qualifiée pour que les besoins en emploi futurs qui vont se créer, pour que les Guinéens puissent obtenir et se saisir de cela. Cette initiative que pilote la GIP et qui va durer 2 semaines s'inscrit dans une démarche globale entreprise au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi pour réaliser l'ambitieux programme accéléré de création de 20 000 emplois ciblant spécifiquement l'insertion dans le secteur privé et dans la promotion de l'auto-emploi. Entrepreneur féminin avec le lancement d'une nouvelle plateforme de promotion de l'emploi jeune à Conakry. Il s'agit de DK Prestations Multiservices, une jeune entreprise portée par une Guinéenne de la diaspora qui compte investir au bercail. Ngadi Keita, c'est son nom. Elle entend ainsi jouer sa partition dans le développement de sa Guinée natale. Images et commentaires, Alphaïa Yassila. Le domaine de la prestation de services est devenu un instrument de développement socio-économique avec lequel la jeunesse peut facilement s'exprimer pour son épanouissement personnel. Voilà le but de la création de cette ONG 2K Prestations Multiservices. Elle est fondée par une dame de la diaspora guinéenne en France et 2 jeunes Guinéens. Cette jeune entreprise a pour objectif principal d'accompagner l'État dans sa noble mission de créer l'emploi en faveur des jeunes, surtout les femmes. Nous comptons mettre au service du marché guinéen plusieurs filiales, notamment le nettoyage, le BTP, l'immobilier, la communication, la vente et la location des appareils électroménagers. Je me permets de solliciter une franche collaboration et un soutien d'accompagnement de chacun et de tous. Désormais, 2K Prestations Multiservices évoluent dans plusieurs activités parmi lesquelles la sécurité, la communication. Nous encourageons Ngadi et son entreprise parce que, comme elle a si bien dit, c'est des jeunes qui sont là-dedans, qui s'occupent du nettoyage, de la communication, de l'événementiel, de l'électroménager. C'est des espaces qui existent dans ce pays. Et c'est une dynamique qui tient compte de la vision de ce gouvernement d'impliquer suffisamment les jeunes. Celle qui a initié cette entreprise 2K Prestations Multiservices, Ngadi Keita, réside à Nantes, en France. Mais elle s'est dit qu'il vaut mieux qu'elle rentre et qu'elle investisse dans son pays pour créer de l'emploi pour la jeunesse. 2K Prestations Multiservices est située à Dabondi, dans la commune de Matam, sur la route du Niger. Elle emploie une dizaine d'agents. L'Office national de contrôle qualité continue de jeter ses forces dans la bataille pour la sécurité sanitaire des aliments. Elle vient d'outiller 130 de ses techniciens inspecteurs aux méthodes de contrôle qualité selon les normes 17020 et la 17025, avec à la clé la signature des contrats de performance annuels. Abdul Karim Kamara. Par les temps qui courent, pas de répit dans les contrôles pour une sécurité sanitaire des aliments. Et l'Office national de contrôle de qualité ne dort pas sur ses certitudes. Dans un élan d'amélioration continue, les aptitudes de l'Office sont davantage consolidées sur les normes 17020 et 17025 en la matière. Chaque jour, il y a des nouvelles normes, des nouvelles directives. Il faut que les agents puissent s'en approprier. Pour nous, la formation est capitale. C'est une mise à jour continue. C'est ce qui nous permet, en tant qu'organe principal de contrôle de qualité, de jouer pleinement notre rôle.
Les chefs cellules communaux et préfectoraux ainsi que les chefs de poste de l'ONCQ dans les frontières ont eu 2 semaines pour s'imprégner de nouvelles exigences, des méthodes modernes dans les laboratoires d'analyse et d'étalonnage et sur les procédures d'inspection. Se jeter comme ça dans l'inspection sans avoir les bases nécessaires, c'est le risque en fait de faire une mauvaise inspection et de souvent accepter de l'eau qui devrait être rejetée. Donc il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir encore faire une bonne inspection afin de pouvoir au mieux témoigner de la qualité en fait des produits qui rentrent sur le territoire en fait guinéen et même ceux qui sont produits aussi localement. Il y a beaucoup de choses que nous avons appris et donc ça va nous permettre à l'avenir de faire le travail mieux qu'avant. Avec l'aide de la direction, nous allons encore mieux faire. En tout, ils sont 130 agents, dont 90 inspecteurs qui seront désormais tenus au résultat par le ministère du Commerce, Industrie et PME. La mission qui vous attend est d'une importance capitale. Il s'agit de garantir des denrées saines et conformes aux normes. Cela prouve que vous protégez la santé publique. Vous renforcez la confiance des consommateurs et favorisez un environnement commercial sain et équitable. Dans la foulée, ces techniciens et inspecteurs signent des contrats de performance annuels portés sur les missions à réaliser sur le terrain, les prélèvements et les analyses et la quantification des risques de consommation des produits alimentaires et non alimentaires. Sur le chenal de la Fatala, les activités minières se poursuivent encore. Nombreuses sont ces sociétés qui expédient la bauxite dans les navires vers les tranchées. Pour mieux contrôler ces activités, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures sur le terrain pour une mission d'inspection en ligne de mire, freiner la fraude pour améliorer les recettes de l'État dans ce secteur porteur de l'économie nationale. Abakar Diaby, Souleymane Kaba. Dans le secteur minier guinéen, des progrès significatifs sont enregistrés grâce à l'implication effective des acteurs clés à tous les niveaux. L'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ne fait pas exception. Une de ces avancées porte sur l'amélioration de la performance des activités minières sur le chenal de la Fatala, corridor par lequel un pourcentage non négligeable des exportations annuelles transitent. Nous sommes en haute mer pour voir effectivement ce qui se passe sur le chenal de la Fatala. Et c'est une première pour la direction générale de l'ANAIM de venir jusqu'à la zone de transportement pour savoir comment est-ce que des barges, le minerai est chargé dans les navires pour l'expédition vers les pays destinataires. Pour venir jusqu'au niveau des zones de transportement, pour d'abord montrer à la République de Guinée le nombre de bateaux qui stationnent au niveau de la zone de transportement et le nombre de barges qui encore sont chargés et déchargés 24 heures sur 24. L'un des objectifs principaux de cette mission est de renforcer la présence de l'organe de l'État en charge de la gestion de toutes les infrastructures dédiées à l'évacuation des substances minérales. L'ANAIM collabore avec les différentes structures de l'État, relevant principalement du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère des Transports. Le but de ces sorties-là, c'est de nous assurer effectivement que les quantités que ces compagnies-là déclarent sont effectivement les quantités qui sont exportées et de nous assurer que les redevances qu'elles doivent payer envers l'État sont les redevances qui sont correctes et qu'il n'y ait pas de perte pour l'État. Et au-delà du fleuve Fatala, nous allons également nous assurer également de la présence de l'État, notamment sur les routes minières également. Cette mission technique et le constat déployé par la direction générale de l'ANAIM vise à effectuer un contrôle général sur les installations portuaires des différentes sociétés minières qui utilisent le chenal de Fatala pour évacuer leurs minerais et ce, conformément à ses prérogatives. En déplacement, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie séjourne à Toronto, c'est au Canada. Elle prend part à l'événement Partenariat pour le progrès. L'idée est de promouvoir l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or pour un développement durable et des chaînes d'approvisionnement responsables. À ce rendez-vous, la Guinée attire des visiteurs et de nombreux promoteurs miniers se disent intéressés d'investir en Guinée. Depuis le palais des congrès de Toronto, Saint-Martin Fansina-Duno, envoyé spécial. À travers une diplomatie offensive et prometteuse dans le secteur minier, la Guinée marque sa présence à l'international.
Depuis quelques jours, une forte délégation composée des cadres et des responsables du ministère des Mines et de la Géologie est arrivée au Canada. Cet événement, organisé par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, dont la participation de la Guinée est rendue possible grâce au Centre de promotion et de développement minier, est l'un des plus importants rendez-vous au monde dans le secteur minier. Il se tient chaque année à Toronto et rassemble des milliers de participants, notamment des opérateurs miniers, des géologues, des financiers et des représentants gouvernementaux de divers pays. Aujourd'hui, on a assisté à un forum autour de l'artisanat minier, les problématiques de l'artisanat minier organisé par IGF. Quand vous avez bien écouté ce qui se dit là-bas, la Guinée n'est pas forcément en retard. On a quand même quelques réformes qui sont vraiment innovantes. La participation de la Guinée est là effectivement pour prôner la politique qui a été fixée par le président de la République au lendemain du 5 septembre 2021. Ici, au Palais des Congrès de Toronto métropolitain, la Guinée tient un stand. Il attire et retient des visiteurs. Un espace bien aménagé qui sert de plateforme pour échanger des idées et établir des contacts. La délégation fait également la promotion d'un modèle d'exploitation minière en général et artisanale en particulier du pays qui profite à la fois à l'économie nationale, aux communautés locales et à l'environnement. Le président de la République a pu aujourd'hui fédérer toutes les actions et convaincre les investisseurs à venir investir en Guinée. Je crois que c'est toujours dans la démarche de la promotion du secteur minier guinéen. Et vous savez, à Indaba, la Guinée a vraiment brillé. Et ici aussi, la Guinée veut continuer à briller. La présence de la Guinée à ces forums témoigne de la volonté des autorités de redynamiser le secteur minier et de renforcer les relations économiques avec le Canada et d'autres pays participants. À Barcelone également, se tient actuellement une rencontre de haut niveau sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au menu, les enjeux liés à l'intelligence artificielle. La Guinée, représentée à cette rencontre par la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Al-Gassi Mouba. C'est une réunion ministérielle autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Thème central, les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre de haut niveau. L'accès à l'Internet à haut débit et l'intégration du numérique à travers le programme Smart Africa étaient au menu. Aujourd'hui en Guinée, les actions concrètes que nous sommes en train de mener, c'est d'abord de multiplier les initiatives de création de data center, donc avoir cette souveraineté nationale de données. Nous sommes en train de finaliser la mise en place de notre centre national de données, faciliter la circulation des données, créer moins de temps de latence et espérer qu'on irait vers le IXP africain pour réduire les coûts. Au cours de cette rencontre, des stands ont été installés pour promouvoir le numérique sur le continent africain. Tout comme ces tables rondes à travers des rencontres B2B, il a été question de mettre des stratégies innovantes pour des infrastructures numériques de qualité, mais également pour une utilisation rationnelle de l'Internet. Nous avons un projet de loi sur la mise en place d'une autorité de protection des données à caractère personnel qui devient vraiment une initiative que je veux que Smart Africa puisse porter au niveau du continent, que ce cadre soit peut-être un cadre de référence et que ce fonctionnement de cette autorité aussi puisse avoir un référentiel, des guidelines qui peuvent être utilisés pour nos États. Pour gagner le pari de l'intelligence artificielle et du numérique sur le continent africain, des accords sont annoncés dans le cadre de la fourniture d'électricité à travers une coopération énergétique pour alimenter les différentes sources technologiques. Des sanitaires pour les élèves du collège Château d'Eau, anciennement appelé 14 mai. C'est une action des anciens élèves de l'école du même nom. La remise officielle des clés de cette école centenaire a connu une forte mobilisation de l'amicale du 14 mai et des autorités éducatives de la commune de Kalom. Mekini Moussa Kamara, lancé Kamisoko.
Situé au quartier Al-Mamia, le collège Château d'Eau existe depuis 110 ans. Il est parmi les établissements construits par l'ancienne administration coloniale. Ces toilettes étaient dans un état de dégradation poussée. La mobilisation de l'association des anciens élèves du 14 mai a permis de restaurer l'image de marque de cette école centenaire. La quasi-totalité des membres de cette association est déjà à la retraite. Donc, ce faisant, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de reconnaissance vis-à-vis de notre école qui nous a vu grandir. On a décidé de penser dans un premier temps à voir l'état hygiénique de l'école. On a fait une commission qui est venue constater et c'était vraiment alarmant. C'est dit d'un vrai fils du pays dans la mesure où c'est ce qui est demandé à tout le monde, quoi. Quand on évolue à un moment donné, on doit se poser la question pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ou bien qu'est-ce qu'on a fait pour le pays. Donc nous demandons à l'association de ne pas s'arrêter là. 14 mai n'est pas la seule école. De répandre sur toutes les écoles et demander à tous les autres qui ne sont pas de 14 mai de faire la même chose. Actuellement, l'établissement a un effectif de plus de 1200 élèves. Les responsables de la direction communale de l'éducation de Kaloum soulignent la teneur du geste. On ne peut pas garder 1000 et quelques âmes sans avoir de l'eau, sans avoir des toilettes bien entretenues. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, et c'est notre ministre, M. Jean-Paul Sedi, c'est son esprit. Il veut que les écoles soient bien tenues. À Kaloum, plusieurs écoles existent depuis plus d'un siècle. Elles portent les dates importantes qui repèrent les faits marquants de l'histoire de la Guinée et de l'Afrique, à l'instar de l'école 14 mai, actuel collège Château d'Eau, 28 septembre, 2 octobre, 22 novembre, actuel Federico Mayor. À 50 km de Conakry, Koya est la localité choisie cette année par le Lions Club Montloura pour célébrer la journée mondiale de l'audition. Au cours de cette célébration, les populations locales ont bénéficié de consultations gratuites en ophtalmologie à Noël. Plusieurs patients ont été également pris en charge par des spécialistes dans ce domaine méconnu du grand public. Souleymane Kondé, Tcherno Maroufba. À l'unité ORL de l'hôpital préfectoral de Koya, la journée mondiale de l'audition est célébrée dans un contexte de consultation gratuite sur les troubles auditifs et en ophtalmologie. À cette journée, des spécialistes dans ces deux domaines ont chacun consulté plusieurs enfants et adultes qui présentent des signes liés à un problème de l'oreille et de la vue. Je suis venu me faire consulter et je n'ai rien payé. Après la consultation, j'ai reçu des conseils par rapport à mon œil qui me fait maintenant mal depuis des années. Tout le monde est concerné pour les problèmes d'audition et de la vie. Mais plus particulièrement pour la cataracte, s'il faut citer cela, pour la vue, c'est les personnes âgées qui sont concernées. Mais en ce qui concerne les troubles de l'audition, c'est les enfants à bas âge qui sont les plus concernés parce que ce sont ces enfants qui parfois naissent sans qu'on ne sache qu'ils sont malentendants. Portée par le Lions Club Montloura, cette journée de consultation gratuite sur ces deux organes est inscrite parmi les axes prioritaires de cette organisation à vocation humanitaire. L'enjeu de cette gratuité vise à offrir des soins de qualité à la population de Koya. Au niveau du Lions Club, la surdité et la cécité constituent des œuvres majeures. Donc nous avons voulu jumeler les deux. Donc la consultation et les soins gratuits qui se sont déroulés aujourd'hui là, c'était au compte non seulement de l'ORL, au compte de la surdité, mais aussi de l'ophtalmologie pour tout ce qui est trouble de la vue. Nous sommes ici à Koya aujourd'hui pour dépister, sensibiliser et soigner certaines pathologies liées à la vue et à l'ouïe. Selon les spécialistes, les maladies de l'oreille sont provoquées en majorité par la génétique et des autres causes à 60%. Il s'agit des infections comportementales comme la consommation de certaines drogues qui peuvent altérer l'audition.
Institué à partir de la conférence Tolérance zéro face aux mutilations génitales féminines tenue à Addis Abeba en 2003 sous la houlette du comité interafricain, la journée internationale de lutte contre les MGF est célébrée en différé dans la préfecture de Kissidougou. À cette occasion, une marche citoyenne est organisée allant de l'hôpital préfectoral à la mairie par les organismes de défense des droits des filles soutenus par Plan International Guinée. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Entérinée par les Nations Unies à travers son Conseil économique et social, la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines vise à intensifier les actions contre cette pratique afin de l'éradiquer complètement dans nos sociétés. En Guinée, les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires ont permis de fléchir la courbe ces dernières années. Le taux de prévalence chez les jeunes filles de 0 à 14 ans est passé de 45,5% en 2012 et de 39% en 2018 à 6,5%. Quant à la tranche de 15 à 49 ans, on est passé de 97% en 2012 à 94,5% en 2018, soit une baisse de 2,5%. La commémoration de cette journée à Kissidougou est une opportunité pour les autorités d'interpeller les parents et les religieux sur la nécessité d'une action concertée afin de gagner ce pari. La journée est célébrée cette année sous le thème accélérer le rythme, relancer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et l'excision dans le cadre des objectifs de développement. Pour renverser cette tendance dans notre pays, il faut une synergie d'action de tous ceux qui sont impliqués dans la lutte, à savoir les autorités à tous les niveaux, les familles, les communautés, les leaders religieux. Malgré ces avancées enregistrées ces dernières années dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, la Guinée occupe toujours le 2e rang mondial et le 1er en Afrique de l'Ouest. Ce qui relance la sempiternelle question sur la nécessité de l'abandon de la pratique dans nos sociétés. Les structures sanitaires hospitalières de la région de l'Abbé dotées de lampes chauffantes, c'est un geste du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'idée de réduire le taux de mortalité des nouveau-nés dans cette région. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarah Foudine Diallo. Les lampes chauffantes permettent de traiter les nouveau-nés hypothermiques dont la température est basse à la naissance. Cette promesse tenue par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lors d'une de ses visites à l'Abbé augmente la chance de survie des nouveau-nés dans les structures hospitalières et sanitaires bénéficiaires. Pour améliorer les soins des nouveau-nés, et ces lampes chauffantes ont été envoyées dans les structures suivantes. 2 à l'hôpital régional de l'Abbé, une lampe chauffante au centre de santé de Pelel dans la préfecture de l'Abbé, une lampe chauffante au centre de santé amélioré de Yembéré, une lampe chauffante au centre de santé, au nouveau centre de santé de Téliré, une lampe chauffante au nouveau centre de santé de Lébékiré, et la dernière lampe chauffante a été envoyée à l'hôpital préfectoral de Lélouma. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait de sa priorité, au-delà de la construction des infrastructures, l'équipement en matériel de dernière génération des centres hospitaliers et sanitaires du pays. L'objectif de la lampe chauffante, c'est surtout traiter les enfants, les nouveau-nés malades hypothermiques, donc dont la température est basse à la naissance. Donc depuis l'avènement de la lampe, le problème est vraiment résolu. Nous avons la plupart des nouveau-nés que nous recevons dans un tableau d'hypothermie sont bien réchauffés et ça réduit la mortalité au niveau du service. Cette lampe chauffante nous apportera d'énormes bénéfices en matière de qualité et de soins essentiels du nouveau-né. Nous nous engageons à l'utiliser à bon escient. Depuis l'avènement du CNRD à la tête du pays, le système sanitaire s'est amélioré et désormais, de par la dotation des structures hospitalières et sanitaires en équipement, la qualité des soins médicaux se porte mieux. 6e comité de pilotage du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove
Des travaux qui se sont soldés par une bonne nouvelle. L'Agence française de développement s'engage à financer la deuxième phase à hauteur de 30 millions d'euros. Une réponse à la requête du ministre de l'Agriculture pour poursuivre les aménagements qui vont améliorer les rendements des producteurs. Fodi Camara. En territoire de mangrove, grâce aux aménagements du projet d'appui au système d'activité risicole, de 700 à 800 kg à l'hectare, aujourd'hui, le rendement avoisine 3 tonnes à l'hectare, sur plus de 5000 hectares aménagés. Une performance fruit de la maîtrise de l'eau de mer et de la gestion judicieuse de l'eau douce. Principale priorité, faciliter la maintenance à court et à long terme par des aménagements plus durables. Si les projets antérieurs, on faisait des activités qui dépassaient la capacité d'entretien des populations, ce n'est pas le cas au niveau du Saritem. Aujourd'hui, des digues mécanisées sont réalisées par l'intervention des entreprises, mais aussi des digues à chimaux aussi sont réalisées et qui sont à la portée des bénéficiaires en termes de gestion, entretien et maintenance. Le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove est dans sa dernière ligne droite. Lors de ce 6e comité de pilotage, un nouveau schéma directeur est défini par tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Le projet a presque réalisé toutes les activités. Ils ont fait un taux d'exécution de 90% sur les activités du projet du Saritem 1. Donc il n'y a pas eu assez de recommandations parce que vraiment ils ont réalisé les activités à temps et puis avec un taux vraiment satisfaisant. Fruit de la coopération franco-guinéenne, cet instrument de développement rural couvre les segments de l'aménagement des terres à la commercialisation par le biais des centres de transformation et de dépôt-vente. Compte tenu des acquis, compte tenu des résultats que nous avons enregistrés dans ce projet, et suite à une demande des autorités de la Guinée, l'Agence française de développement a accepté de financer un Saritem 2 pour pouvoir continuer à développer, continuer à pérenniser les acquis dans ce projet au bénéfice des braves populations qui se situent au niveau de la Basse-Côte, notamment sur la mangrove. Ces mots constituent la bonne nouvelle de ce 6e comité de pilotage. Après avoir financé le Saritem 1 à hauteur de 18 millions d'euros, aujourd'hui, l'Agence française de développement s'engage à injecter 30 millions d'euros dans le Saritem 2. Ceci pour capitaliser les acquis et continuer à alléger les travaux champêtres dans la mangrove. Promotion du monde rural à Katouguma dans la sous-préfecture de Tanene. La joie est immense chez les producteurs de Kakissa et Karbouba. La moisson a été bonne cette année pour les paysans accompagnés par la société UMS. Plus de 200 tonnes de riz ont été présentées aux partenaires et à la population locale. C'est dans le cadre d'un projet risicole qui vient de prendre fin. Moussa Namina Keita, Mamadi Terna Kamisoko. Dans le bassin agricole de Katouguma, après une année de travail acharné, la population locale et la société UMS célèbrent ensemble une année de réussite sans commune mesure. Le projet agricole de Katouguma a permis d'accompagner 37 paysans producteurs en intrants agricoles, en semences et en nouvelles techniques culturelles simplifiées. Les résultats sont au-delà des attentes avec une récolte record de plus de 200 tonnes de riz. Ce projet a permis d'accompagner 37 producteurs en leur fournissant un appui en entrant agricole, un renforcement des capacités et des équipements modernes. Ces actions ont favorisé une augmentation significative des rendements, avec une production totale de 233,7 tonnes de riz sur 3 zones d'intervention. Et au vu des potentialités existantes dans cette zone, n'est-ce pas, et UMS s'est donné l'engagement, n'est-ce pas, d'aider et de promouvoir l'entrepreneuriat agricole à travers la filière riz. Les nouvelles pratiques agricoles mises en œuvre ont favorisé l'accroissement des rendements. Plus de 3 tonnes de riz ont été récoltées à l'hectare. Et la présentation des nouveaux sacs de riz de Katouguma est une véritable bouffée d'oxygène dans les secteurs de Kakissa et Karbouba. Le début de ce projet en 2024, on était là pour suivre les pépinières avec le technicien. C'est un exemple à suivre
par toutes les sociétés minières. Katouguma est une zone agricole par excellence. L'accompagnement continu de ces paysans producteurs avec la maîtrise de l'eau au niveau des digues favorise l'autonomisation des paysans et lutte contre le chômage dans cette localité de la commune rurale de Tanene, dans Boké. Face à la déforestation, des initiatives sont en train d'être prises pour restaurer les forêts et améliorer la résilience des communautés. L'Union internationale de la nature et ses partenaires accompagnent les populations paysannes de certaines localités de Forêt-Karia dans ce sens. Les détails avec Nabi Kamara. 18 groupements féminins de 11 villages des communes rurales de Moussaya, Alasoya et Madinaoula sont les bénéficiaires de ce don. Un don composé entre autres de grillages, d'arrosoirs, de cuves à eau, de brouettes, de dabas, de bottes et de manteaux. Il s'agit d'accompagner les communautés dans leur résilience, mais aussi dans la résilience de la biodiversité. Nous sommes aujourd'hui à Madinaoula pour remettre un lot important d'équipements pour le maraîchage et aussi pour les pépinières, en vue de renforcer les initiatives locales en matière de gestion durable des ressources naturelles, mais aussi d'amélioration des conditions de vie des communautés. Par ce geste, l'UICN et ses partenaires, le CICI et l'EIMC, renforcent les activités maraîchères et de production des plants forestiers en vue d'améliorer le pouvoir économique des femmes et l'état de la biodiversité. Nous avons déjà reboisé plusieurs espaces ici à Barigouré, mais nous souhaitons aller encore plus loin car c'est essentiel pour l'environnement. Nos cours d'eau s'assèchent progressivement, c'est pourquoi nous voulons davantage de plants pour reboiser les berges de nos marigots. Nous sommes très reconnaissantes pour ce soutien et tenons à vous assurer de notre engagement. Nous sommes un groupement de 86 femmes prêtes à nous mettre immédiatement au travail dès votre départ. Depuis le lancement du projet, environ 1262 hectares de forêt ont été restaurés grâce à des plantations d'espèces locales et à la régénération naturelle assistée. Mois de mars, mois de la femme, gros plan ce soir sur une jeune dame qui fait un métier autrefois réservé aux hommes. Fatoumata Silla, la vingtaine, est conductrice de tricycle communément appelée Bombona. Elle pratique la transversale T7 de Sonfonia à Madina en passant par Lambani, Kipi, Amdalaï. Fatoumata rêve de devenir entrepreneuse, mais en attendant, elle fascine ses clients par son aisance dans la conduite moto. Images et témoignages, Ali Badara Kondé. Fatoumata Silla, la vingtaine, est une jeune dame qui s'illustre de nos jours dans la conduite des mototricycles dans la capitale Conakry. Elle fait la navette entre Sonfonia, la T7, et Madina en passant par Lambani. Pourtant, rien ne prédestinait cette coiffeuse à ce métier un peu particulier. Je travaillais à Koloma, la route avait pris mon salon de coiffure. C'est pourquoi je me suis lancée dans ce métier. Je demande aux autorités de me venir en aide. Après plusieurs mois de chômage, cette mère de 2 enfants s'est lancée dans la conduite des tricycles, aussi appelés Bombona, pour subvenir aux besoins de sa famille. Une initiative rendue possible grâce à l'appui de son époux. Depuis que ma femme elle a commencé de conduire tricycle, je peux dire alhamdoulilah, parce qu'elle m'aide à payer certaines dépenses à la maison. Donc, et parfois si je n'avais pas de l'argent, elle m'aide aussi de payer la scolarité pour les enfants. Quand tu vois qu'une femme fait ça, c'est qu'elle a beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui décident de faire ce que l'homme fait. Donc quand l'autorité voit que les femmes braves prennent cette courage de conduire comme un homme, de sortir sur la circulation. Depuis 2 ans, Fatoumata Silla exerce cette activité. Au quotidien, elle rivalise d'ardeur dans un monde d'hommes parfois marqué par des intolérances. Toute une satisfaction dans le milieu et chez les observateurs. Les femmes qui font ce métier sont à féliciter. Ces femmes sont à encourager. Aujourd'hui, Fatoumata Silla demande un appui aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés. Elle envisage de créer sa propre entreprise.
Entre la Guinée et le Mali, un nouveau projet lancé pour assainir les zones frontalières. Le temps est donné à Kouré Mali pour s'attaquer au problème d'insalubrité rurale, source de plusieurs pathologies. Des engagements communs sont renouvelés également pour une cohabitation pacifique sur l'axe Conakry-Bamako. RTG Kankan, Djamokaba, Toumani Sira Diallo. À 74 km de Sigiri, la commune rurale de Kouré-Malé, au cœur de cette frontière, Guinéens et Maliens se remobilisent pour réanimer la vie rurale et combattre l'insalubrité. Des mains solidaires soutiennent cette opération d'envergure pour rendre propre la sous-préfecture de Kouré-Malé. Vous savez, le Mali et la Guinée, leur histoire ne date pas aujourd'hui. C'est deux poumons dans un même corps. Si je vois la population aujourd'hui qui sont à la frontière ici, de Kouré-Malé et Mali, non seulement il y a le service de défense et sécurité malien et guinéen qui sont là aujourd'hui pour assainir leurs limites. Vraiment, je suis comblé de joie. Nous avons jugé utile de réunir avec nos frères maliens pour qu'ensemble nous puissions faire l'assainissement commun. Il n'y a que la paix à assurer la cohésion sociale. Montrant l'exemple, le préfet incite les habitants à adhérer au projet. La promotion de la cohésion sociale s'invite dans la journée citoyenne pour que règne la paix sur l'axe Sigiri-Bamako. Un combat au quotidien exprimé pour développer la fibre patriotique et la cohabitation pacifique. J'aimerais bien que cette initiative continue, parce que c'est ce qui montre la solidarité, le bien-être et puis le bon vivre sur la frontière. Vraiment, on est tellement soudés et tout ce qui se passe, on s'informe mutuellement. Nous sommes très contents. La paix, c'est nous les frontaliers qui en bénéficient. Les deux pays sont les mêmes et nous soutenons nos deux chefs d'État. Les présidents guinéens et maliens sont félicités pour avoir favorisé un climat social apaisé. Ici, à la frontière guinéo-malienne, la sécurité, la lutte contre la dégradation de l'environnement et l'insalubrité, autant d'objectifs pour soutenir l'action des deux États dans leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale. Lancement officiel d'un programme de promotion des activités industrielles à Kindia, dénommé Transform. Ce nouveau programme vient accompagner les petites et moyennes entreprises locales à diversifier, mais surtout accroître leur production. C'est un programme de l'Union européenne piloté par le Centre de commerce international qui va durer 4 ans. Ibrahima Souri Kamara, Fanalabaya Kamara. Le concept est nouveau. Il est dénommé Transform. Sa vision, aider les entreprises à forte croissance économique à accroître leur productivité. Pour cette première phase, la zone agricole de Kindia est privilégiée. L'UTC qui organise le premier atelier à Kindia pour réorienter les acteurs qui sont dans le filière du commerce de produits agricoles et halieutiques. Nous, en tant qu'autorité de la région administrative, nous ne pouvons que saluer, encourager et motiver l'UTC de démultiplier cela à Kindia parce que Kindia en a besoin. Je pense vraiment que ce projet aura beaucoup de réussite et aidera à soulever l'économie guinéenne vers le haut, notamment en créant des emplois durables, en permettant aux entreprises de devenir plus productives, plus compétitives et peut-être même à plus exporter. Lors de la présentation du programme d'emploi pour le développement du secteur privé et de l'industrie, plusieurs fleurons de la transformation industrielle étaient présents. L'idée est de les amener à lutter contre la dépendance économique. C'est un projet qui vise à accompagner les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, qui évoluent dans le secteur de la transformation agroalimentaire et halieutique et qui va justement se poursuivre sur 4 années. Si nous parlons de transformation, la première des choses, c'est l'approvisionnement en matières premières. Dans ce cas, nous avons beaucoup de femmes qui évoluent dans la production de matières premières et qui alimentent ou qui approvisionnent les entreprises de transformation. Ce programme de l'Union européenne, à travers le Centre international du commerce, va s'étendre sur 4 ans et concerne l'ensemble des acteurs évoluant dans la chaîne des valeurs agricoles.
Notre reportage grand format de ce soir nous amène à Boké à la découverte du musée régional construit depuis 1878. Il représente à la fois la mémoire et l'histoire de la Guinée pendant la période coloniale. Les tracés des esclaves pour le voyage du nord-retour sont toujours présents, mais pas que. Vous allez le voir, les objets, les cales de torture pour les plus téméraires résistent encore au temps. C'est un pan de l'histoire de la Guinée que nous raconte notre équipe basée dans la région. Younousa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. À quelques encablures de la résidence du préfet se trouve le musée régional de Boké, construit depuis 1878, un endroit chargé d'histoire. C'est d'ici que René Caille est parti le 27 avril 1827 pour arriver en Algérie en passant par Tombouctou. D'autres résidents guinéens comme Dina Salif Kamara et Alpha Yaya Diallo sont également passés par ce musée. C'est un musée qui occupe un bâtiment historique datant de 1878, réalisé par le commandant de cercle d'alors, parce qu'après la guerre, l'abolition de l'esclavage en 1843, les esclaves clandestins passaient par là. Mais c'est un bâtiment, c'était un fortin dans le temps. Le fortin, petit fort. C'est le petit campement du commandant de cercle d'alors. C'était ici, ils campaient. Pour poursuivre cette découverte, les guides nous ouvrent les portes des différentes salles d'exposition des objets qui datent de la période coloniale. Ici, chaque objet a une histoire particulière. Et d'après tout, il y a l'impact aussi des premiers blocs qui ont été utilisés à la veille de la construction de ce bâtiment. C'est cette pièce-là que vous voyez ici. De sa date de construction 1872 à nos jours, cela fait 145 ans. Et jusqu'à nos jours, ni interne ni externe, il n'y a pas de fusil sur ce mur. C'est parce qu'elle a été faite en pierre taillée. Cette histoire-là dépend de ces 3 toupes de cheveux que vous voyez sur la tête. Chaque toupe ici correspond à un message. 1. Qu'un enfant adoptif ne deviendra jamais ton propre fils. 2. Qu'il ne faut jamais lutter contre un chef tout seul. 3. Qu'aime beaucoup ta femme, n'est pas la dévoiler tout ton secret. Les fusils que les Européens ont envoyés vers l'Afrique contenaient des échanges. Et nous, nos arrière-grands-parents, ils les ont utilisés comme étant les premiers fusils de chasse africaines, appelés 3 tombés. C'est-à-dire, tu tires, la cible tombe, le fusil tombe, le tireur, tu tombes. Et ici, c'est l'impact de la médecine traditionnelle. Avant l'arrivée des Blancs, il y avait la médecine traditionnelle qui avait la force africaine. Et là, c'est un tabouret utilisé par la communauté Landouma, appelé Dabeti. Il est utilisé sous le moment de la guérison de l'hémorroïde externe. Les souffrants de l'hémorroïde externe, ils s'assoient au-dessus pour se traiter. Ce masque-là fut être utilisé par la communauté Nalou, appelé Kiringi, utilisé sous le moment de la diffusion des messages dans des communautés, village par village. Acte de circoncision, acte de mariage ou être événement. Entendez le son du clavier. À présent, nous voici dans la cave souterraine du musée. C'est là que les esclaves étaient soumis à toutes sortes de supplices avant d'être embarqués dans les bateaux pour un voyage sans retour. On déportait les esclaves clandestins. Et cette cave souterraine, de sa date de construction 1872 à nos jours, cela fait 146 ans. Rien n'est modifié sur cette cellule sauf la peinture. Il vient qu'il y avait le foyer, et là c'est les esclaves. Lorsqu'il s'agit de les faire sortir maintenant, colonne par un, pour les envoyer vers le chemin du non-retour, il fait être enchaîné comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme ça qu'on les enchaînait, colonne par un, pour les déporter. Après avoir subi les sévices corporels, les esclaves enchaînés empruntent ce chemin communément appelé le chemin de non-retour. Un tunnel d'une distance de 380 mètres jusqu'au port négrier. De ce port négrier, ils sont embarqués dans les bateaux pour des travaux forcés en Europe ou aux États-Unis. Un moment pathétique pour ces braves valides qui ne vont plus jamais revoir leurs familles respectives. Dans le reste de l'actualité, Béké Douchel Doumbouya vient d'organiser une marche pour l'unité et la cohésion sociale dans la préfecture de Guéguétou. Les jeunes de cette contrée réitèrent leur adhésion aux idéaux du CNRD. Son président général Mamadi Doumbouya, une marche ponctuée d'un grand meeting à la maison des jeunes préfectorale. Ibrahima Oulem Foufana.
À Guékédou, c'est une jeunesse engagée désormais pour la cause du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya. À travers cette forte mobilisation, le collectif Guékédou Kiel Doumbouya, en collaboration avec les jeunes leaders de la localité, entend exprimer leur totale adhésion aux idéaux du CNRD. La marche est partie du lycée Bambo jusqu'à la maison des jeunes avec des slogans favorables aux acquis du président général Mamadi Doumbouya. Mobilisés à jamais pour la reconnaissance des actes posés par l'homme du 5 septembre 2021. Une fois de plus, nous disons oui au général d'armée Mamadi Doumbouya. Guékédou dit oui au général d'armée Mamadi Doumbouya et au CNRD. Guékédou Kiel Doumbouya. C'est une fierté pour nous, c'est la joie pour nous, pour faire sortir cette population. Ce peuple qui a tant besoin de développement, qui a vu son président, le jeune président Mamadi Doumbouya, qui vient au secours du pays de la Guinée, qui abandonne tout, qui sacrifie sa vie pour le peuple de Guinée. La ville de Guékédou, à l'image des autres villes du pays, adhère au projet de développement dont elle bénéficie. Les jeunes du collectif Guékédou Kiel Doumbouya ont tout au long de la cérémonie véhiculé les messages de paix et de rassemblement pour une Guinée unie. Guékédou Kiel Doumbouya. Parce que c'est Doumbouya d'abord qui a accepté Guékédou, après Guékédou lui a accepté. Tant que nous pensons au bienfait du président de la République, nous allons manifester. Parce que ce qu'il fait, c'est clair. Je pense du bien de ce pays et je pense que celui qui est venu là, il pourra faire quelque chose pour ce pays. Malheureusement, il n'est pas venu très tôt, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. On est content de lui. Aujourd'hui, Guédou le soutient. Pour finir cet événement en beauté, un concert géant est organisé. Des artistes, à leur tour, ont invité la population de Guékédou à resserrer les rangs derrière les idéaux de paix et de cohésion prônés par les autorités. Pose de la première pierre de la maison des jeunes du district de Marin, préfecture de Boké, un endroit qui va désormais rassembler la jeunesse de la localité pour réfléchir sur des projets porteurs de croissance. C'est une action de la synergie GMD 2025. Bakari Bambakonde. La semaine dernière, le district de Maré, dans la sous-préfecture de Bintimodia, préfecture de Boké, a été le théâtre d'une initiative marquante avec la pose de la première pierre de la Maison des Jeunes, une action symbolique réalisée au nom du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. L'œuvre est publique puisque c'est un centre culturel qui sera ouvert à toute la jeunesse de Maré, mais c'est un symbole, une source d'inspiration pour d'autres communautés, pour d'autres villages. Cela veut dire tout simplement dire que chez nous, nous avons appris très tôt que quand on lave votre dos, vous devez laver le ventre. L'État ne peut pas tout faire. Avec une capacité de 300 places et une durée d'exécution des travaux fixée à 7 mois, la future maison des jeunes de Maré représente un engagement concret des initiateurs envers les aspirations et les besoins des jeunes, aussi le lieu où ils pourront se rassembler, apprendre et développer leurs compétences. Alors, c'est une grande joie. Aujourd'hui, nous avons débuté aujourd'hui les travaux. Et non seulement, nous avons les 2 toilettes pour les hommes et femmes. Et nous avons aussi salle d'attente, le tribunal et vestiaire. J'invite toute la population de Maré, on se donne les mains pour qu'on fasse la maison des jeunes. Parce que s'il n'y a pas la maison des jeunes, les enfants vont s'évader. Mais si on fait la maison des jeunes, on les maintient. Cette pose de la première pierre de la maison des jeunes du district de Maré est un témoignage fort d'une synergie collective en faveur du président de la République et de son engagement envers les jeunes. Vous les avez certainement vus dans les différentes routes du pays. Ces jeunes conducteurs de grosses motos de l'association G-Riders ont fait le tour de la Guinée en 10 jours de retour à Conakry. Ils se sont retrouvés pour tirer les enseignements de leur périple. Mamadou Saliouba commente les images de Sekou Sissoko. Pendant 10 jours, ils ont arpenté des pistes rurales, bravé parfois des montagnes et affronté les intempéries de la nature pour faire le tour de la Guinée. Durant le trajet, ces passionnés de la moto ont visité des localités de l'arrière-pays et échangé avec les communautés.
C'est la meilleure aventure de ma vie, je peux dire ça comme ça. Une aventure qu'on a pu effectuer hors de nos zones de confort, en contact avec la nature, en contact avec le paysage, les autres communautés, le changement de zone et tout. On a pu faire les 4 régions naturelles, les 8 régions administratives. On a pu traverser plus de 20 préfectures. Zérekoré, en passant par Mamou, Farana, Gekedou, Massanta, tout ça. Après de Zérekoré, nous avons rallié Kankan, mais en ne revenant pas sur nos pas, donc en allant sur les pistes. Tout au long de leur périple, ces motards ont échangé avec les jeunes sur la conduite sécurisée de la moto. De retour à Conakry, ils se retrouvent pour célébrer la réussite de leur parcours. Quand nous passons dans les quartiers, nous voyons l'admiration que les gens ils ont vis-à-vis des motos, des grosses cylindrées. Donc nous profitons de l'occasion effectivement de sensibiliser la jeunesse, les futurs passionnés qui ne sont peut-être pas aujourd'hui en mesure de se procurer de tels engins. On essaye de les montrer au cas si le jour ils ont la chance aussi de s'en procurer, quelle est la conduite à tenir avec pour être en sécurité et mettre en sécurité aussi les autres usagers de la route. Réunis au sein de l'association G-Riders, ces passionnés de la moto se préparent activement pour représenter la Guinée au Festival de la moto prévu au Maroc. Enfin, retour sur ce communiqué de la présidence de la République de Guinée, solidarité du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion du Ramadan et du Carême chrétien. Dans un esprit de partage et de solidarité en cette période sacrée, la présidence de la République est heureuse d'annoncer que son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, offrira des déjeuners de rupture aux fidèles de la grande mosquée Faisal et de la cathédrale Sainte-Marie tout au long du Ramadan et du Carême chrétien. En ce mois de recueillement et de prière, le président de la République adresse à tous ses vœux de paix, de santé et de prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée et ses citoyens. Conakry le 3 mars 2025, général de division Amara Kamara. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le 3W.